Flavio Milanesi. Je suis entré à la Ligue le jour de mon anniversaire, de mon 20e anniversaire, le 30 mai 1979. Et si mes souvenirs sont bons, j'ai quitté la Ligue autour de, je dirais, 85, 86, au maximum 87. En fait, les raisons de l'arrêt, c'était essentiellement pour des raisons professionnelles, parce que j'ai commencé à travailler en me déplaçant énormément au niveau international, essentiellement l'Europe, et ça devenait donc très difficile de faire quelque chose. C'était en tout cas pas du tout lié à une quelconque perte d'espoir, si on va appeler ça comme ça, ou à des divergences d'idées, pas du tout. C'était vraiment simplement que pour gagner ma vie, j'étais la plupart du temps à l'étranger, donc ça devenait difficile. J'en ai profité par contre à l'étranger, spécialement à Turin, de rencontrer des camarades qui travaillaient militaires chez Fiat. Alors la motivation principale, c'était la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, pourquoi? Je suis né en 59, donc on a de la peine à s'imaginer aujourd'hui, mais c'est juste 14 ans après la fin de la guerre. Mes parents sont nés les deux en 1934, donc en pleine période fasciste. Ils ont connu la guerre de 1939 à 1945 de façon différente. Mon père en tant qu'orphelin du côté de sa mère, qui est morte à 1 an et demi. Le père qui était en prison en partie parce qu'il avait bouchoyé de façon illégale une vache pour donner à manger à ses enfants. Ma mère en Libye, colonie italienne à l'époque, donc on était colons. C'est toutes des choses avec ce que mes parents me racontaient. Par exemple, mon père, 2 ans d'école, on était en fait originaire du même village où il y a Beretta, qui est donc une grande fabrique d'armes. Donc les bombardements sur la fin, presque quotidiens. Les épisodes aussi bien avec les fascistes qu'avec les partisans. Et tout ça, c'était quand même lié aussi à une philosophie de mes parents qui n'ont jamais parlé mal des Allemands. Ils ont toujours parlé mal des nazistes, des nazis, mais pas des Allemands. Et puis de voir tout ça, toute cette injustice, ces guerres inutiles. En plus, mon père, ouvrier, ma mère ouvrière aussi, donc avec tout ce que ça comporte, les premières fois au chômage, oui, est-ce qu'on aura encore quelque chose, est-ce qu'on pourra, etc., etc. Tout ça, ça m'a porté de façon quasiment automatique à la Ligue. Donc c'est pas du tout un parcours intellectuel, même si j'ai fait des études après. C'était pas du romantisme comme ça pourrait peut-être l'avoir été chez d'autres camarades. Pour moi, c'était une suite naturelle de défense des intérêts de la classe populaire dont j'ai été originaire et dont je me suis toujours senti, même en étant plus tard manager, faisant partie, quoi. Une grande partie de la famille est revenue entre les années 46-48. Donc en fait, c'était plus une colonie, c'était sous occupation anglaise, si je me souviens bien. Ils sont rentrés en Italie, une partie est restée, elle a quitté la Libye quand Kadhafi a pris le pouvoir. Mon père, lui, il a essayé de se débrouiller avec ses 2 ans d'école pour trouver du travail. Ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés à Brescia, au château. Ma mère en tant qu'infirmière, mon père en tant que jeune soldat. Cupidon a lancé sa flèche. Comme ils n'arrivaient pas à se marier en Italie, d'une part parce qu'il n'y avait pas de boulot, d'autre part mon père n'était pas trop bien vu par les curés. Ils sont partis en 56, donc ils sont arrivés en Suisse en 56. Mon père, je crois, tout de suite à Bienne parce que tous ses frères et sœurs étaient à Bienne. Donc au niveau de frères et sœurs, du côté de mon père, c'était 6 personnes, du côté de ma mère, c'était 11 personnes.
Donc ça fait beaucoup de monde. Et puis chacun a suivi la famille. Donc mon père directement à Bienne, ma mère Vevey, Lausanne, et après rapidement à Bienne. Moi je suis né en 59. Très longtemps je me suis posé la question, mais pourquoi les autorités suisses, chaque fois qu'elles font un document à mon nom, indiquent toujours comme résident en Suisse depuis le 2 novembre 1961, alors que je suis né à Bienne le 30 mai 1959. C'est que plus tard que j'ai appris que, en fait, mes parents, assez rapidement, m'ont renvoyé en Italie, tout seul, en tant que bébé, parce que l'idée c'était toujours, on reste là un petit moment, puis on repart. Et ça m'a jamais spécialement travaillé. Jusqu'à octobre de l'année passée, j'étais sur un salon en Allemagne et une partenaire commerciale berlinoise me fait tout à coup « Ah mais tu sais, lui là, c'est un pauvre. » Il parlait d'un collègue turc. Quand il était petit, ses parents le renvoyaient et tout. Puis c'est là que tout à coup, chez moi, ça fait un déclic. À l'époque, j'avais plus compris ça un peu comme oui, c'est des vacances pendant tout seul comme ça pour se décharger un peu. Puis en fait non, c'était ça quoi. Et ce qui était un peu particulier par rapport à beaucoup d'autres à Bienne, c'est que moi j'étais dans le ghetto italien jusqu'à environ, qu'est-ce qu'on va dire, 9 ans, 9-10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'allais dans des écoles qui étaient purement italiennes, donc écoles privées, mission catholique italienne, mais pas le mercredi après-midi puis le samedi matin comme beaucoup de jeunes Italiens ont connu plus tard, mais depuis le matin à 7h jusqu'au soir à 20h, quoi, tous les jours. Quand je suis revenu, aucune idée, j'avais à peine 2 ans, quoi. C'est premier souvenir que j'ai moi, c'est une espèce de poulailler où on était tous en une espèce d'uniforme en train de dormir. Je pense que ça devait être 3-4 ans. C'était, comment dire ça? Oui, c'était une espèce d'internat avec la différence, c'est que nos parents venaient nous chercher tard le soir et puis nous ramenaient tôt le matin. Ce qui est quand même encore aussi important à dire, c'est que, comme le nom l'indique, Mission catholique italienne, c'était tenu par des sœurs. Ça veut dire aussi toute une série de choses, comme le samedi matin, 1 à 1, dans une espèce de chapelle avec des bougies sur les genoux de la mère supérieure, on allait dire ce qu'on avait fait pendant la semaine et tout, avec tout l'enseignement biblique et tout, auquel j'étais très rapidement très réfractaire. J'ai toujours eu de la peine à accepter des choses si elles ne venaient pas d'une confrontation, d'une critique, d'une analyse. En un mot, j'ai jamais aimé les dogmes, quoi. Jamais la mission catholique, puis pas non plus en politique. Alors, qu'est-ce que voulait dire l'école italienne? L'école italienne voulait dire, en fait, arriver le matin, très tôt, 5h30, 6h, et y rester jusqu'à 19h, 20h, pendant que les parents travaillaient. Mon père en tant que ferblantier, ma mère dans l'horlogerie. Oui, c'était comme une autre école, simplement qu'on était tous en uniforme, on était sans arrêt là, on était encadrés par des sœurs, et quelques curés qui tournaient. Et à côté de l'enseignement scolaire, il y avait naturellement l'enseignement religieux. Et surtout, on était toujours entre nous. On n'avait aucun contact avec les Suisses. Zéro. Zéro. Vraiment pas du tout. Ce qui veut aussi dire, et puis c'est là que c'est assez intéressant, moi jusqu'à l'âge de 9 ans, en ne parlant pas autre chose que l'italien, en me promenant en uniforme, j'ai pratiquement pas connu d'épisodes xénophobes, racistes. Ça, j'ai connu quand j'ai passé dans l'école suisse. Mais c'est normal, vu qu'on n'avait pas de contact. On était protégés. En fait, nos parents faisaient tout pour nous, quoi. Ils nous mettaient là pour qu'on ait une éducation. Ils travaillaient surtout pour nous, naturellement aussi pour eux, avec l'idée de rentrer. Et pourquoi avoir été aussi longtemps dans des écoles italiennes? C'est parce que les parents voulaient revenir. Ensuite, la grande chance que nous avons eue, c'est qu'à un certain moment, les autorités suisses ont fermé ces écoles. Et ça, c'était la grande chance parce qu'on est sorti du ghetto. On était obligé de passer dans les écoles suisses.
Alors, mon passage dans l'école suisse s'est fait relativement bien. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait relativement bien? Il s'est fait relativement bien parce que 1 à 2 années avant, je me suis lié d'amitié avec un petit voisin dont les 2 parents étaient enseignants. La mère suisse-allemande, le père roman, mais qui parlait français. Et là, j'ai commencé à apprendre quelques mots de français. Et j'ai commencé à progresser dans le français. Et ça, c'était la grande chance de ma vie. C'était une chance énorme parce que de tous les écoliers qu'on était, je ne sais plus le nombre exactement, nous étions 60, 70, j'étais le seul qui a pu passer directement dans l'école suisse sans passer par une école d'adaptation ou d'intégration, on appellerait ça aujourd'hui. Et ça m'a permis de prendre part au tout dernier moment, à la fin de la 5e primaire, à l'examen pour passer en secondaire. Le passage à l'école secondaire, c'était de nouveau un coup de chance. On m'a dit de ne pas le raconter et tout, mais en fait, j'avais des bonnes notes partout, mais j'étais insuffisant en langue. J'étais à peine à 1,5 ou 2, je crois. Mais pour une raison qui était la leur, ils ont décidé de me laisser passer à l'école secondaire. Ouais, l'école secondaire, ça allait encore, mais l'école primaire, la première année, c'était quand même étrange parce qu'on était 2 cas spéciaux sur les 24 ou 25 qu'on était. Une, c'était une handicapée, fortement handicapée, puis moi, le seul étranger. Quand j'entends aujourd'hui, c'est tout juste si on trouve un ou deux Suisses dans certaines classes. À l'époque, c'était complètement différent. C'était aussi très positif dans le sens qu'au niveau du primaire, j'ai jamais senti que j'étais étranger, quoi. Au contraire, il y avait une certaine bienveillance. Où ça s'est gâté, c'était après dans l'école secondaire, mais pas tellement à cause des autres écoliers, en tout cas pas à cause des enseignants, absolument pas, bien au contraire. Mais ça s'est gâté quand il y a eu les premiers mouvements xénophobes. Et le plus grand choc à ce niveau-là que j'ai ressenti quand j'étais en âge scolaire, c'est quand tout à coup, les parents de mon meilleur ami, que j'allais pratiquement tous les jours chez eux, je mangeais chez eux, ils m'ont dit nous, on va aller voter pour l'expulsion des étrangers. Puis je leur ai dit, ouais, mais... Et moi, ça c'était le plus grand choc. Sans ça, le reste, des insultes comme on peut se donner quand on est jeune, quand on s'énerve, quand on ne sait pas maîtriser ses émotions. De ce côté-là, j'ai été d'une façon ou d'une autre exempté. Mais il faut aussi dire que mes parents m'ont toujours dit et toujours poussé à accepter le fait qu'on n'est pas chez soi, on est chez les autres. Puis quand on est chez les autres, on s'adapte. S'adapter, ça ne veut pas dire abandonner son identité, ça ne veut pas dire, se déguiser, mais ça veut dire conserver ses valeurs, mais on est chez les autres. Et c'est une chose qu'ils m'ont inculquée depuis le départ. Je ne sais pas si c'est dû au fait que nous sommes du Nord, bien que d'origine paysanne, il y avait quand même déjà plus d'industrie. Je ne veux pas dire plus de culture, parce qu'il y a énormément de culture dans le sud du pays. Il y a d'ailleurs plus de prix Nobel qui ont été faits en Italie du Sud qu'en Italie du Nord. Mais, c'était différent. Les fois où on a vraiment senti qu'on était étranger, c'était par exemple quand la police des étrangers venait à la maison, toujours poli, toujours en cravate, exactement comme dans le film Faiseur de Suisse. Ils venaient voir est-ce qu'il y a assez de chambres, comment ils vivent. Ou alors, on le sentait beaucoup quand on devait aller vers les autorités italiennes. Parce que les autorités italiennes, c'était vraiment comme dans les films comiques, administrateurs, puis qui te font bien sentir que toi, t'es rien. Et d'ailleurs, plus tard, ils ont eu quelques problèmes parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être confrontés avec quelqu'un qui avait fait des études. Ils étaient confrontés avec des gens qui arrivaient des campagnes et tout. Là, il y a eu quelque chose. Et quand j'ai commencé à faire de la politique, le racisme a été de façon indirecte dans le sens que mes parents avaient peur. Mes parents ont toujours eu peur quand je faisais de la politique. Ils me demandaient toujours « ne t'expose pas », parce qu'ils avaient peur des expulsions. Et surtout après la crise des années 73-74, il y a eu énormément d'expulsions. Plus tard, politiquement, dans la gauche, je l'ai senti une fois, le racisme, mais c'était déjà plus les Maires, c'était plus tard, dans l'Alliance verte et sociale. C'était pas du racisme direct, mais un jour, on m'a dit « Écoute, toi, on ne va pas pouvoir te mettre sur la liste électorale parce que tu n'apportes pas assez de voix. » On a préféré mettre des femmes qui n'étaient pas dans l'organisation. Puis moi, j'ai bien essayé de dire « Oui, mais je ne sais pas. D'un côté, c'est évident que je ne suis pas trop connu parce qu'en tant qu'étranger, j'étais clandestin politiquement, plus ou moins. D'ailleurs, je m'appelais Hans Müller à la Ligue comme pseudonyme. Et d'un autre côté, je ne sais pas, on fait de la politique pour être élu, on fait de la politique pour apporter les idées.
Et en fait, ça a été la rupture définitive après avec la politique. J'ai jamais été confronté à des épisodes racistes. Une autre anecdote peut-être pour montrer un peu comment c'était. Un membre de la famille de mon épouse, toxicomane, à l'aide sociale, qui avait souvent de la peine à ajouter une phrase après l'autre. Je lui ai donné un coup de main une fois, puis il me fait tout à coup, ça me fait rire, hein, ça me fait rire. Il me fait tout, ah tu sais, t'es un Italien, mais t'es quand même vachement sympa, quoi. Voilà, ça c'est mes épisodes, mais ça c'est mon vécu personnel. Il y a des gens qui ont vécu ça totalement différent, et il y a des gens qui sont morts. Ben, je suis resté parce que je ne pouvais pas vivre tout seul. Donc je faisais des études, donc au gymnase, ensuite j'ai commencé l'Uni, donc je ne pouvais pas. Et puis l'idée de retourner chez mes parents, elle est toujours restée. D'ailleurs, ils ont mis de l'argent de côté pour acheter une maison, etc. etc. Ouais, le topo avec, pour finir, un Waterloo, dans le sens que ben, le jour où ils sont rentrés, ben, les enfants, ils n'ont pas suivi. Parce que ma mère, après, elle est restée en bas, mon père, il est remonté, et il est resté en Suisse, c'est ça. Et là, on a eu affaire après à d'autres situations qui ne sont pas du racisme, mais qui sont des situations qui sont générées par l'immigration. En clair, au bout d'un moment, mon père, il a perdu le permis C, donc il était ici en clandestin. Ma mère est décédée, et tout à coup, mon père, il a développé une démence. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas assuré ici. On s'est regardé avec ma sœur. On ne pouvait pas le mettre en Italie. On a énormément de familles en Italie, mais on ne pouvait pas le mettre dans un asile et puis aller le voir, je ne sais pas, une fois par mois, une fois par 3 mois. Et ma sœur s'est sacrifiée, et sacrifier, c'est le mot juste. Elle l'a pris à la maison. Et elle est restée jour et nuit avec lui pendant 2-3 ans. Moi, en étant là que ponctuellement, régulièrement, mais ponctuellement, ou pour les cas d'urgence. Et c'était une période où, en fait, il était clandestin. S'il était arrivé quoi que ce soit, il était retrouvé à l'hôpital ou quoi que ce soit, il n'y a aucune assurance qui aurait payé quoi que ce soit. Et ça, ce sont des situations qui ne sont pas des situations de racisme, c'est pas du tout ça, mais c'est des situations qui ne reconnaissent pas ce qu'il advient de gens qui vivent entre deux mondes. C'est ça.